Vous ne le savez pas? Vous êtes quand même surveillant d'internat. C'est parce qu'il y a des internes parmi les plus petits qui peuvent avoir des accidents pendant la nuit, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut avoir de quoi remplacer dans l'urgence. Morel sourit en regardant Mehdi d'un air ironique. Celui-ci sentit soudain que son bas-ventre devenait humide et chaud. Cet accident-là n'avait pas attendu la nuit. Toutes les émotions du jour, d'un jour qui n'en finissait pas, d'apporter son lot de contrariétés et de catastrophes, venaient de s'exprimer dans ce petit filet d'urine qu'il n'avait pu retenir et qui le remplissait maintenant de honte. Heureusement, les deux hommes continuaient à dévisser gaiement. Ils ne s'étaient rendus compte de rien. Lorsque l'enfant se présenta de nouveau chez la lingère, celle-ci, sans doute prévenue par téléphone, avait déjà posé quelques pyjamas sur la table. Elle en prit un, le plus petit, de couleur rose, le plaqua contre le corps malingre qui se tenait debout devant elle, puis secoua la tête. « Tu es vraiment minuscule, toi. Bon, il faudra t'arranger avec ça. Quant aux chaussettes et au reste, tu apporteras le complément la semaine prochaine, après le week-end. Tu n'oublieras pas, hein. » Elle disait cela en lui tendant le pyjama rose. Mehdi secoua la tête. Non, il n'oublierait pas. Mais à quoi bon se souvenir? Il savait bien qu'il ne retournerait pas de sitôt à Bni Mellel. Aucun arrangement dans ce sens n'avait été pris. Et Mokhtar s'en est allé sans dire au revoir. Morel apparut dans l'embrasure de la porte sans son sac. Il cria à la cantonade d'un ton joyeux. « Où est la plus jolie lingère du monde ?» Madame Bennaroche se mit à rire, haussa les épaules et ajusta ses lunettes sur son nez en essayant d'apercevoir dans le flou de la porte l'objet de son hilarité. « Si ce n'est pas là l'homme le plus menteur du monde ?» Morel s'avança en esquissant un pas de danse. « Vous m'offensez, Angèle. Vous ne me croyez pas ou vous ne croyez pas en mes sentiments. Non. Et je vous ai dit 1000 fois que je m'appelle Shoshana. Angèle, c'est plus joli. Ça se discute. C'est indiscutable. Et puis, Angèle, ça vous ressemble. » Il était maintenant devant elle, ignorant superbement l'enfant au dindon. De plus, Angèle, c'est le nom de la femme du boulanger, qui affola tout un village. La lingère lui fit un pied de nez en pouffant. « La femme du boulanger, si au moins vous faites allusion au film de Pagnol, s'appelait Aurélie. Monsieur Je sais tout ne sait pas tout. » Morel s'obstina. « Angèle, je vous dis. » Il abaissa les yeux et aperçut Mehdi, qui avait le sentiment de mesurer 1 centimètre et de peser 1 gramme. Morel rugit. « Toi, le boursier méritant. Eh bien, mérite, mérite. Comment elle s'appelle, la femme du boulanger ?» Mehdi, au bord de la panique, s'efforça de réfléchir. Il avait vu 1 ou 2 fois le boulanger à Bni Mellel. C'était un homme bourru, vêtu d'une simple chemise et d'un short, qui enfournait dans le ferran ardent, sans mot dire, les pains que lui apportaient les familles du quartier.
Il ne connaissait pas son nom. On l'appelait Moule Ferran, le propriétaire du four. Comment aurait-il pu savoir comment se prénommait sa femme? D'ailleurs, en avait-il une? À Bni Mellel, la plupart des hommes enfermaient leurs épouses à la maison. Transpercé par le regard de Morel, qui attendait une réponse, il eut l'idée d'inventer le nom le plus probable. « Fatima » cria-t-il. Les deux adultes se regardèrent, interloqués, puis ils éclatèrent de rire, elle gloussant, lui hoquetant, et Mehdi entre eux, espérant leur mort violente. La lingère fut la première à reprendre ses esprits. Rému faisant la grève du pain parce que Fatima l'a quitté. Ça aurait été drôle pour le coup. Bon, c'est pas tout ça, j'ai du travail. Que voulez-vous, Roméo? Votre main, Angèle, je veux votre main. Quand pourrais-je mettre mes gants blancs? Quand pourrais-je parler à votre honoré père? Me jeter à ses pieds? Elle se mit à rire de nouveau. Mon père, le pauvre homme, vous voulez sa mort? Je suis juive, et vous êtes catholique, vous le savez bien. Il se redressa, la paume plaquée sur la poitrine, les yeux levés au ciel. J'abjure, je ne connais plus le pape, je renie Paul VI, tout ce qu'on voudra. Je mets une kippa sur ma tête. Ça m'ira très bien d'ailleurs. Je vais voir votre père. Et puis, ce n'est qu'un détail, bien sûr, mais je suis déjà mariée. Nobody's perfect. Madame Ben Haroche secoua la tête en souriant. Et à part ça, qu'est-ce que vous voulez? Morel poussa un soupir qui résonna comme le meuglement d'un taureau dépité. Puis il pointa le doigt sur Mehdi. Celui-ci, encore mortifié par l'éclat de rire qui avait accueilli sa seule contribution au débat, se demandait pourquoi cet homme si beau perdait son temps à faire la cour à une ogresse. Il était aveugle ou quoi? Je dois conduire ce vieux Croumir au dortoir, proclama l'aveugle. Croumir? Vieux Croumir? Allez, viens, toi, donne-moi ta valise, Fatima, et prends toi-même ton beau pyjama. Il ne doit pas être bien lourd. Il pouffa très fier de sa plaisanterie. Allez, suis-moi, et que ça saute. Au revoir, Angèle. Vous m'avez brisé le cœur, comme d'habitude. Mais je reviendrai, comme disait le général MacArthur. I shall return. Il fit un superbe salut militaire en disant ces derniers mots. Puis il sortit de la lingerie et descendit les escaliers 4 à 4, appuyant à chaque palier d'un doigt impatient sur le bouton de la minuterie, comme s'il voulait creuser un trou dans le mur, même quand la lumière ne s'était pas encore éteinte. Il sifflait à tue-tête un air à la mode. Johnny, Sheila, Antoine, Mehdi trottinait derrière lui, s'efforçant de ne pas le perdre de vue. Lorsqu'ils furent arrivés au premier étage, le surveillant poussa une porte de verre et s'effaça pour laisser passer l'enfant. Puis il fit un grand geste du bras, comme s'il voulait plutôt faire admirer son royaume. Voilà, comme tu es le premier arrivé, Fatima, tu peux choisir toi-même ton lit. Un conseil, prends-en un au fond, tu seras moins dérangé par le va-et-vient de tes petits camarades. Mehdi restait debout indécis dans l'entrée. Morel le regarda à l'œil rond, puis il rugit. « Allez, bouge, fils, bouge !» Mehdi, obéissant, se mut de quelques centimètres, puis s'immobilisa. Morel se prit la tête entre les mains et fit une grimace comique. « Purée, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé cette année ?» Un gigantesque marteau noir et luisant, d'au moins 4 mètres de hauteur, apparut au-dessus de Morel et s'abattit d'un coup, vlan, sur son crâne, qui éclata en 1000 morceaux.
Le sang gicla sur les murs et se mit à dégouliner en longs traînées écarlates. Des morceaux de cervelle jaune sale collaient au fond comme des stalactites d'or souillé. Des chauves-souris. Morel empoigna l'enfant d'une main et la valise de l'autre, exactement comme l'avait fait Miloud, et les entraîna vers le fond du dortoir. Là, il entra dans l'alcôve de gauche, où 2 lits superposés faisaient face à 2 autres lits superposés. De la place pour 4 internes avec 2 armoires pour leurs habits. Tu préfères cuit du haut ou cuit du bas? Mehdi regardait cuit du bas, qui ressemblait à un lit à baldaquin. Il n'en avait jamais vu en vrai. Il se sentit à la fois émerveillé à l'idée de dormir dans ce cocon protecteur et un peu inquiet. C'était profond comme un tombeau. Eh bien, mourant, il le désigna du doigt. Morel tapa dans ses mains comme un maquignon qui topla. Eh bien, l'affaire est réglée. Voilà donc ton royaume pour toute l'année à venir. Tu mets tes affaires dans l'armoire et tu descends dans la cour. Et fais gaffe, tu prends la moitié de l'armoire. L'autre moitié, c'est pour ton petit camarade, celui qui prendra le lit du haut. Allez, salut. Mehdi alla ouvrir l'armoire. Elle se composait de 4 petits tiroirs superposés, une petite penderie et un grand casier qui dominait le tout. Indécis prit tous ses vêtements et les fourra dans les 2 tiroirs du bas. Puis il traversa le dortoir vide, descendit l'escalier et alla se promener dans l'immense cour autour de laquelle se dressaient les bâtiments du lycée. Il vit un grand bac à sable au bord duquel courait une longue poutre. Des terrains de sport, handball, volley-ball, occupaient une bonne partie de la surface de la cour. Des agrès étaient disposés autour des bacs à sable. Une corde à nœuds et une corde lisse pendaient dans le vide, se balançant mollement. Mehdi se mit à errer dans la cour indécis. Pour la première fois de sa vie, il n'avait pas de livre à portée de main et ne savait donc comment occuper son temps. À propos de livres, il se souvint avec nostalgie du tremblement de terre qui avait frappé Beni Mellel l'année précédente. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.